Et bienvenue de retour sur le débrief du tournoi l'Indicible, donc partie 2. Du coup, on était resté sur une victoire très confortable, ce qui nous mène contre Neiko Le Rat, donc joueur très connu en France sur Kings of War, qui notamment anime avec Alfie le nouveau podcast Radio Rat autour de Kings of War. Donc, il y a pas mal de choses à l'intérieur, des actus, des sujets spécifiques qui sont traités, quelques revues d'armée aussi, et des invités parfois. Donc, je vous invite à aller écouter ce podcast parce que ouais, c'est super intéressant. C'est tout à fait modeste, simple, à l'image de Kings of War, je trouve. Et donc, c'est tout à fait adapté. Et en plus, c'est pas loin de chez moi, donc c'est chouette puisque Naiko a pu se déplacer puisqu'ils sont en Ardèche avec son club des rats corruptibles. Et donc le tournoi étant à Chabeuil, à côté de Valence, c'était pas trop loin. Bon, il y avait quand même de la route à faire pour eux, donc ils sont venus à deux. Euh, mais bon, c'était chouette de les avoir. Et du coup, partie que j'attendais beaucoup depuis un moment, pour être honnête, parce que donc Naiko est un très bon joueur hein, de Kings of War, puisqu'il a terminé deuxième au Master 2023. Et voilà, moi je suis du style à beaucoup aimer affronter des joueurs qui sont forts et meilleurs que moi, parce que j'ai l'impression toujours que c'est là qu'on apprend le mieux. C'est dans nos défaites et dans la difficulté qu'on apprend le mieux. Et bah, ça va pas déroger à la règle, puisque j'ai appris des nouvelles règles déjà dans cette partie. Je vais partager avec vous. Euh, donc, partie super intéressante que j'avais hâte de faire depuis longtemps contre lui. En 1500, donc pas sur le format classique, hein, normalement c'est du 2003. Et en plus, il a pris une liste assez sobre, soft. Et c'est même moi qui lui avais demandé de ne pas venir trop violent pour ce tournoi. L'idée, c'est vraiment c'était une rencontre, hein, c'était de faire en sorte que les gens passent un bon moment et d'être trop violent avec des listes vraiment opti, même s'il y avait des contraintes des restrictions au niveau du liste, de la création de liste qui permettaient de limiter un petit peu ça. Donc allez, donc parcourons rapidement sa liste. Donc il avait les gardiens du serment, donc qui sont bien connus, qui sont une unité unique et qui est vraiment très spécifique. Pour le coup, voilà, donc c'est de l'inébranlable 17, c'est de l'infanterie. Ça touche à 3, ça def 4, que 12 attaques, PU3, donc ça c'est assez classique, ça coûte 180 points. Euh, et ça a déchaînement, D3, dueliste, élite, force 1, motivant même, et volonté de faire. Donc c'est une unité assez spéciale en fait, hein, assez peu de comparaison. On pourrait dire c'est un peu des berserkers, mais pas trop non plus, parce qu'ils ont que 12 attaques, déchaînement D3. Ouais, ils sont un petit peu ils se situent ouais, dans un endroit un peu spécifique, mais bon, ce qui est pratique, c'est qu'ils sont motivants, donc avec un gros socle, donc ça fait une bonne bulle motivant. Inébranlable, c'est super. C'est un petit peu cher, mais ça peut faire mal avec 12 attaques contre l'infanterie avec élite et force 1. Voilà. Donc c'est une unité que je trouve sympa, mais qui est toujours un petit peu spéciale à jouer aussi, parce que pour, par exemple, les duellistes et pour aller choper des indépendants avec la move 5, c'est pas évident. Allez, on continue. Donc une horde de lanciers avec la potion d'adresse, donc qui va toucher à 3 au lieu de 4. Donc du tout à fait classique PU4. Deux petites troupes d'archers qui coûtent à peine 70 points, qui sont là un petit peu pour le board control et pour des objectifs et un petit peu de tir. Ça fait jamais de mal, même si du tir à 5 non stable, mais c'est toujours ça. Ça fait 16 tirs pour 140 points, c'est pas cher payé. Des gardes du paléogre, voilà, pas besoin de repasser dessus, hein. C'est un marteau, je dirais, un des plus classiques. Ils ont vraiment des stats voilà, c'est 235 points, c'est brutal, force 2, 3 def 5, 18 attaques, 15, 17, mouvement 6. Ouais, c'est du classique pour moi. Une cavalerie un petit peu, voilà, une cavalerie un petit peu légère, mais quand même correcte parce que ce sont les initiés. Donc il y a l'option qui les font passer à 3 et qui les font passer à 13, 15 de morale.
Voilà, donc ils ont 14 attaques à 3 plus charge 1, ce qui est pas, ce qui est pas mal, hein. Et ce qui est évidemment très pratique, c'est le mouvement 9 agile, hein, sur ce type d'unité. Et quand même PU3, donc c'est pas trop mal. Et là, les deux, les deux petits, les deux petits lots solitaires qui sont assez insupportables. Donc j'avais regardé sa liste, hein, avant qu'on attaque le tournoi parce que je me doutais qu'on aurait des chances de s'affronter. Et, euh, et c'est vrai que ces deux tout de suite sur le papier me faisaient peur, quoi. Donc c'est deux indépendants, donc c'est des unités qui scorent pas, c'est sûr. Mais ils coûtent en moyenne 150 points les deux. Et ils ont les deux la capacité de charger tour 1, puisqu'ils ont tous les deux avant-coureurs. Voilà. Donc lui, à mouvement 7, c'est évident, puisqu'il peut faire un mouvement à 14, 14 et 14, 28. Et celui-ci, c'est un petit peu plus tricky, puisque c'est 12 et 12, 24. Donc on pourrait se dire que c'est pas possible de charger tour 1, mais si, grâce à un petit pivot en fin de mouvement, eh bien, on arrive à mettre l'angle de son socle à plus à 24,5 à peu près, puisqu'un socle c'est à peu près un pas, disons. Donc à 24,5, ce qui permet d'aller jusqu'à non, à 12,5, pardon, ce qui permet d'aller jusqu'à 24,5 lors de la charge, si vraiment on est en ligne avec l'ennemi, quoi. Donc voilà, donc ils sont assez costauds déjà. Ils ont def 5 tous les deux, 12-14, avec acharné, volonté de fer, pardon, qui leur permet de regagner des PEV si jamais ils réussissent leur test de morale. Voilà, donc potion de célérité qui le fait passer à 7 et celui-ci cornemuse de la terreur, donc qui lui apporte brutal. Voilà, ils ont élite, force 2, ils sont motivants eux-mêmes. Voilà, c'est des vrais assassins en fait, qui peuvent charger tour 1 et qui font un peu ce qu'ils veulent, surtout qu'ils sont éclaireurs. Et du coup, ouais, ils sont vraiment pénibles à gérer, ceux-là. Ils scorent pas, donc c'est leur inconvénient, mais en même temps, comme il le dit très justement, des indépendants te font tellement des bulles de contrôle sur le terrain, et ils permettent de se projeter très rapidement sur un objectif en fin de partie, etc., que en fait, ils participent quand même fortement au scénario, malgré qu'il n'ait pas de puissance d'unité. Voilà. Et enfin, deux autres petits indépendants. Alors le fameux avec le en première ligne qui est sur un cheval. Alors là, par contre, pour moi, ça, c'est pas possible. Il faudra que je regarde sur le compagnon, mais pour moi, tu peux pas mettre un cheval et en première ligne. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais il me semble que le en première ligne est réservé à pied, justement parce que c'est une figurine à pied, et ce qui change pas mal de choses. On va aller vérifier ça tout de suite. Ouais, tout à fait. Donc c'est écrit là, hein. Donc la liste n'est pas légale, bon, c'est pas très grave, mais ça aura quand même un impact. Donc vous voyez ici, lead from the front, donc c'est la règle qui gagne ralliement 1 sur l'infanterie, mais this upgrade cannot be taken in addition to a horseman. Donc en gros, vous pouvez pas prendre cet upgrade si jamais vous êtes sur un destrier, puisque c'est un peu trop fort, puisqu'on peut se déplacer à 16, en plus en agile, et puis apporter où on veut du ralliement 1 à l'infanterie. Bon, c'est pas grave, mais du coup, ouais, je pense qu'il faudra que je notifie l'équipe de Kings of Island parce que là, ça, c'est pas correct. Et enfin, un porteur qui a du coup Aura de Ranvi 1 et un très motivant. Voilà. Donc, liste quand même solide, hein. Il y a de quoi faire. Surtout avec ces indépendants qui sont vraiment une épine dans le pied de n'importe qui. Et je pars ni confiant ni pas confiant. Je me dis que j'ai mes cartes à jouer, lui aussi. Voilà, je me dis que ça va être une partie intéressante. Allez, donc c'est parti. Du coup, voilà le terrain après le déploiement. Donc on joue sur le scénario dévastation, le 12. Donc on a trois objectifs qui sont placés.
un au centre et deux autres par tête, ce qui fait 5 objectifs. Et on peut, à la fin de chaque tour, de son tour, détruire un objectif si on contrôle, sauf celui du centre. Voilà. Donc c'est ça le scénar. Donc c'est un scénario très intéressant parce que il permet de s'adapter en cours de partie, puisque il y a 5, vous voyez, un, 2, 3, 4, 5 objectifs, mais on peut en avoir moins à la fin, on pourrait même en avoir qu'un seul à la fin, donc on peut choisir à un moment de la partie d'essayer de projeter de la menace sur un objectif, de se dire bah, celui-là, je vais essayer de le supprimer si jamais il n'a rien laissé à 3 pas. Voilà, c'est un scénario qui est super intéressant, je trouve. Et je joue sur la même table que la partie 1, donc vous voyez, il y a les deux collines, la maison, il y en a une là-bas aussi, mais on n'a pas joué de ce côté. Deux forêts, deux obstacles, et du coup le pion central, un, 2, 3 et 4 autres pions. Du coup, en ce qui concerne le déploiement, du coup, on va faire une vue globale. Ces ogres, un petit régiment d'archers, ça ce sont ses lanciers. À la Kingdom of Heaven, normalement ce sont ses paladins, mais là il les a amenés pour les lanciers. Donc c'était un tournoi qui n'était pas obligatoirement pas, hein, donc c'est bien aussi parce que ça permet aux gens de tester des choses, d'amener des unités qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Donc c'était aussi l'objectif, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, vous avez les gardiens du serment, donc l'unité à 180 points. Ici, le mec qui est en première ligne. Ici, les archers. Ici, la cavalerie. Et ici, les deux indépendants tout de suite pour aller faire de la projection. Du coup, donc à sa gauche, vous voyez, donc là, on voit un peu plus près. Très jolie cette unité. Elle a très bien réussi. Elles sont les mêmes figurines que moi j'utilise pour. C'est du Fireforge. C'est des belles figurines. Ok, donc les ogres à gauche, et voilà les deux. Donc il y a Ciri et Geralt de Rive. Donc si vous connaissez The Witcher, c'est un peu l'idée de ces loups solitaires, c'est que ces indépendants, ce soient les personnages de ce jeu vidéo, slash série maintenant. Mais donc c'est bien stylé, je trouve. Donc hâte que tout ça soit peint pour voir ça sous de meilleurs jours. De mon côté, du coup, moi j'ai tout à droite la horde avec les bottes, la horde de Horde des profondeurs. Ici, une guivre, ici un régiment d'horreur, ici un petit peu en retrait volontairement pour gérer les indépendants, le, euh, le ceinturion naïade avec le trident, les deux hordes avec l'émissaire, et le géant qui est quand même pivoté vers l'objet au cas où, et tout à gauche une guivre pour aller projeter de la menace à distance et en plus sur la colline. Allez, et du coup, je gagne le tour 1. Je me fais pas prier parce que je pense que j'ai des unités un peu plus résilientes que lui. Et du coup, je veux me positionner sur les objets, donc j'y vais tout de suite. Je sais pas si c'était un bon choix, on verra après. Bon, ça a été mon choix. Je pense que la partie s'est plutôt bien passée quand même dans l'ensemble, donc je pense que c'était un choix tout à fait justifiable. Donc, ce qui se passe ici, vous voyez, ça c'est la forêt tout à droite là, avec l'objectif dans la forêt. En fait, je crée vraiment, parce que là, vous voyez ces deux indépendants, c'est dommage, j'ai pas pris. Ah si, voilà. Vous voyez, ces deux indépendants, ils ont fait leur avant-garde avant qu'on sache qui commence. Donc, là, j'ai le choix de me dire, est-ce que je le laisse commencer et alors il peut me faire des charges tour 1 et venir peut-être m'empêcher de faire quoi que ce soit avec une unité ou une autre. Et en fait, je décide de prendre le tour 1 et lui faire un petit peu un filet de pêche, comme il l'a appelé, c'est-à-dire lui laisser quasiment aucune option de fuite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais en fait, ici, il ne peut pas passer, parce qu'il faut qu'il passe à plus d'un pas de chacune de mes unités, plus la taille de son socle. Donc ici, il n'a pas la place de passer. Vous voyez, ça c'est une forêt taille 5, donc ici, il ne voit pas ce petit régiment. Donc c'est pas grave s'il est derrière en contre-charge, il n'est pas possible de le charger. Lui est aussi en embuscade ici. Il peut charger les gigas, il sera obligé de venir s'aligner ici, parce qu'il les voit avec les deux, pas de problème. Par contre, derrière, il se prend une contre-charge d'une guivre, éventuellement, et de eux, parce qu'ils auront une ligne de vue. Donc là, je protège, je sécurise s'il charge ici. Il ne voit pas ceux-là, ils sont derrière la forêt. Il voit la guivre. Donc s'il veut, il peut charger la guivre. Par contre, moi j'ai entrave, parce que là c'est de front. S'il la tombe pas, c'est la même chose, c'est punition, puisque j'ai les gigas qui ont une ligne de vue, plus lui, et plus éventuellement. Ah non, lui il verra pas parce qu'il sera derrière. Donc j'ai ces deux unités en contre-charge.
Donc celle-ci, il ne peut pas la charger, donc on a fait ces quatre. Et le géant, il peut, mais de la même manière, j'aurai une ligne de vue avec eux et la guivre de flanc sur ces petits indépendants. Le seul truc qu'il pouvait faire, et on a vu ça a pas assez de justesse, mais il pouvait, c'est du coup passer à gauche là-bas pour venir se mettre par ici. Sauf que en réalité, c'est pas très intéressant, surtout que c'est 12 ici, il y a déjà 4 pas, donc en fait, il va se retrouver par ici. Bon, moi, j'ai une horde de gigas là qui potentiellement pourra le voir. Bon, j'ai lui qui pourrait les voir si jamais ça bouge. Donc, bon, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant de venir par ici. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il fera. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer là, c'était un petit tips pour essayer de sécuriser ces indépendants. Comment est-ce qu'on peut positionner plusieurs unités? Alors quand même, je monopolise beaucoup, hein. Mais en même temps, je me positionne proche de l'objectif et je progresse sur le champ de bataille, donc c'est pas non plus un problème. C'est en adéquation avec ma stratégie globale de toute façon. Et voilà comment je les empêche un petit peu de m'impacter de trop. De ce côté, je viens au centre dans le terrain difficile. Donc vous voyez, s'il vient se positionner ici, il peut se prendre une charge de giga et je pense qu'il n'a pas trop envie à ce moment-là. Et pareil, j'ai une projection de la Guivre aussi qui regarde tout ça à 18 sortant de la colline. Donc pareil, je pense pas qu'il ait trop envie d'avoir ça tout de suite, tout seul en fait, d'engager mes troupes ici tout seul. Je pense pas que ce soit son idée. Voilà, et on passe le rempart. Allez, son tour. Donc il progresse assez fortement de ce côté-là, les lanciers, mais en même temps, vous voyez qu'il y a quand même les objets qui sont là, donc il va pas pouvoir non plus trop avancer. Ça, c'est un peu mon idée. C'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup de sa puissance de frappe. Et donc mon idée, c'est de dire, je vais temporiser de ce côté et venir plus tard dans la partie, grâce à ma projection avec mes guivres, etc. Et, et là, s'il part de ces objets, ben, il ne les contrôle plus, hein. Donc, il faut qu'il fasse des choix. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon idée. C'est, OK, tu peux venir projeter de la menace sur là, mais tu vas pas non plus trop t'avancer, sinon tu risques de laisser ces objets sans surveillance. C'était un peu ça mon idée. De ce côté-là, du coup, vous voyez ce qu'il fait. Pareil, on passe beaucoup de temps, hein, tous les deux. Il n'y a pas de clock en plus, donc on était les derniers à finir la partie. On passe beaucoup de temps parce que c'est très très tactique ce qui se passe là à ce moment-là. Chaque unité qui bouge au demi-centimètre près, c'est important. Donc vous voyez là par exemple, il y a pile pas la ligne de vue sur ces indépendants grâce à la forêt. Ici, il laisse la ligne de vue, mais ici, il est bien de front. Ici, je le vois pas avec ma guivre, ces deux indépendants. Ici, il les voit, mais il peut pas s'aligner puisqu'il n'a pas la place. Ici, je pourrais charger lui, mais alors si je passe pas, je me fais punir derrière. Voilà. Donc il y a tout un tas de mouvements qui ont pris beaucoup de temps. Euh, et qui finissent comme ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que lui, il essaie de temporiser parce qu'il voit qu'ici, j'ai plus de puissance. Euh, mais pour le moment, en vrai, je suis assez serein. Je pense pas avoir trop de difficultés à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression de pouvoir pousser là et qu'ici, il est un peu embêté par ma guivre qui est très rapide et qui pourrait aller choper un objet éventuellement. À ce moment-là, je suis pas, je suis assez neutre. Je me dis que j'ai encore mes cartes à jouer et je pense que lui aussi. Il se dit que pour le moment, rien n'est joué. Donc voilà à quoi ressemble la fin du tour 1. Donc pour le moment, personne n'a d'objectif. Allez, donc mon tour. Donc ce que je fais, je me mets ici légèrement dans la forêt. Donc je lui laisse éventuellement cette charge. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir avoir eux en contre-charge. Et là, de la même manière que d'habitude, s'il vient me charger là avec ses indépendants, ben derrière j'ai de la contre-charge avec le géant, avec lui éventuellement. Voilà, donc j'essaie de me positionner de manière à l'embêter. S'il vient sur la guivre, c'est pareil, j'ai lui en contre-charge. S'il vient sur le géant, j'ai lui qui pourra y aller aussi, contrecharger. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de l'empêcher de me faire trop mal et de passer où il veut avec ses petits indépendants. Donc pareil, je laisse pas la place de passer là, euh, autre qu'une charge, je veux dire. Par contre, ici, il peut passer, mais alors voilà, il se retrouverait par ici, parce qu'il a que 12 de mouvement, enfin 14 avec l'autre, mais et moi, je pourrais charger avec eux et lui. Donc voilà, l'idée, je continue un petit peu mon filet de pêche en progressant et en menaçant ces unités à l'arrière. Donc je suis assez content et puis je lance le trident sur lui pour faire un petit point de vie. Ici,
Euh, je réoriente mes gigas, en fait, pour aller vers le centre, parce que je suis assez serein aussi avec mes deux hordes de gigas sur ces unités-là, plus ma Givre et mon Envoy. Je suis serein, ça ne veut pas dire que je suis confiant, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je me dis, bon, écoute, c'est gêné, s'il veut venir sur mes gigas, j'ai Def 6 avec ralliement. Euh, ouais, je suis vraiment pas inquiet à ce moment-là sur ces unités-là. Du coup, à son tour, ce qu'il fait, c'est qu'il vient charger avec deux des persos, donc celui qui a le cheval et Ciri, sur les mecs qui sont derrière, en se disant je vais les tomber et je passerai. Sauf que moi, j'ai 13-15 furie et entrave, donc je me dis que bon, ça va, en... ça va, c'est pas cata, et en plus j'ai de la contre-charge possible, notamment avec lui si besoin. Et ici, il prend Geralt et il vient sur le géant en se disant si je lui mets des points de vie, c'est des points de vie qu'il ne pourra pas récupérer. Il a beaucoup insisté là-dessus parce qu'en fait, j'ai pas de soins. Donc il se dit le géant, si je commence à lui mettre des points de vie, ben, c'est toujours ça de prix pour la fin de la partie. Et donc c'est vrai que je pourrais pas les récupérer. Et en face, ce qu'il fait, c'est qu'il bouge il fait partir un petit peu les archers par là-bas. Il est hors de ligne de vue de Maguivre. Ici, son idée, c'est de se dire je suis de front sur les deux. Il laisse pas de flanc et je peux pas, avec Maguivre, passer là. Pourquoi? Parce qu'il a laissé pile la taille de mon socle, un tout petit peu moins que la taille de mon socle. Donc en fait, puisque ça c'est agile, taille 4, donc j'aurais pu potentiellement charger eux en faisant venir là, tourner et venir ici. Mais il n'a pas laissé la place volontairement. Donc voilà, ce que je vous disais, il y a beaucoup de mouvements assez comment dire, assez précis pour essayer de faire en sorte que on ait les charges favorables tous les deux. Et à ce moment-là, ici, bah, voilà, il progresse, mais pas trop non plus, parce qu'il veut pas trop s'éloigner des objectifs du côté. Ah, donc à ce moment-là, il me fait 5 points de vie. Moi, je suis à distance de motivant hein, de mon mec là. Donc c'est du 10 deux fois. Donc il n'y arrive pas. Mais quand même, il me les ébranle. Mais bon, moi j'ai Fury, donc c'est pas trop grave. Ici, il me fait 2 points de vie avec son Geralt et j'ai Iron Resolve. Donc ça fait que un. Donc moi j'ai entrave hein, avec lui. Hein, donc ça va. Mais voilà, c'est un point de vie que effectivement je pourrais pas récupérer. Donc c'était ça son idée. Mon tour. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends la charge avec lui et là, je contrecharge en me disant je vais essayer de me débarrasser de lui. Parce que mon Nayade Centurion, il est quand même solide. Et ici, je prends la double charge. Parce que quand bien même je les tombe pas en un tour, la contrecharge, je pense que si j'ai l'initiative sur les charges, je gère ces deux unités avec ces deux-là. J'ai entrave. euh, donc, c'est pas non plus des unités très, très costauds. Et en plus, j'ai Fury sur ma horde, donc je pense que je peux gérer les deux, surtout si je tape en premier. Donc j'y vais. À un moment donné, de toute façon, il n'y a pas 50 000 choix à faire. Euh, alors, j'aurais pu en envoyer qu'un, peut-être la horde, et mettre ma Guivre sur le côté en contre-charge. Sauf que je me dis que j'ai des chances de le tomber en un tour, donc j'y vais avec les deux. Ici, on passe Bastion et on progresse doucement et on positionne le perso au milieu des deux, histoire qu'il soit pas menacé par les indépendants qui sont derrière et qui voient potentiellement à 360 degrés. Voilà, et je reste bien à 3 pas de l'objet au cas où. Bah là, ça se passe plutôt bien puisqu'on on tombe Geralt en un tour, donc ça c'est chouette. Euh, donc je sais plus combien il est 13-15. Ouais, il est 13-15 d'F5, donc il est quand même costaud. Moi j'ai D6 attaque plus 8. Je roll, je crois, c'est correct, quoi. Je fais 3 ou 4 sur le G, donc ça me fait 12 attaques à 4 plus, je dois en passer 6 et puis après à 2 plus. Donc je pense que je lui fais 5 PEV avec le géant et je dois faire 2 ou 3 PEV ouais, il fait 3 points de vie lui, donc lui il roll un petit peu mieux, donc ça fait 8 points de vie, et donc c'est du 7 deux fois et je le fais, donc ça tourne bien pour moi, c'est pas non plus scandaleux niveau stat, mais ça tourne quand même en ma faveur. Donc c'est chouette.
Du coup, je réoriente le géant et on a déjà un des deux indépendants pénibles qui sont plus là. Enfin, des trois, mais un des deux principaux, j'ai envie de dire. Ici, euh, alors ici, donc, on fait 3 points de vie sur 9 attaques à 3+, donc ça veut dire 6, force 1, 4+. Ouais, bah, 3 points de vie, c'est stat. Et je fais 8 au dé, ce qui fait 11, donc à un près de l'ébranler. Dommage. J'aurais bien aimé l'ébranler, ça aurait changé pas mal de choses, mais c'est pas le cas. Voilà, donc pour ça, c'est bon. Ici, bah, ça tourne bien puisque je le tombe en un coup, le régiment. Donc ça, c'est super. Donc ils ont que Def 4, hein, et moi j'ai craqué mes bottes de marche, donc je suis pas gêné. Donc 18 attaques à 3+, ça en fait 12, et à 3+, ça fait 8 points de vie avec eux. Et elle, je crois qu'elle en fait, ouais, elle doit en faire 4, hein. Donc ça fait 12 points de vie sur un 17, donc c'est du 5 deux fois. Donc je le fais. C'était pas du tout scandaleux non plus. Je me réoriente comme ça, histoire de pouvoir regarder un petit peu partout. Et eux, bah, je me mets de front sur eux. Alors là, je fais une overrun de 4 pouces. Et heureusement, parce que sinon, il aurait pu utiliser son agilité pour potentiellement charger mon géant ou charger lui. Enfin, en tout cas, il aurait pu faire un truc un peu plus sioux, là où maintenant il est bloqué parce qu'il peut plus faire son pivot. Donc ça, c'était le bon choix et ça se passe bien encore de ce côté-là. Ici, il progresse quand même. Et vous voyez, il laisse celui-ci tout seul et il progresse avec ses 3 unités en se disant, bon, il faut quand même que je les mette à profil parce que je suis en train de me faire bouffer de l'autre côté, euh, ce qui est vrai. Donc je pense que c'était un bon choix. Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, dans Kings of War, on fait des choix. Et là, son choix, à ce moment-là, il se dit, celui-ci n'est pas tellement menacé. Ici, donc il me fait des... Voilà, donc c'est ici où j'apprends une règle, donc c'est à son tour. Donc je vous rappelle qu'il y a le cavalier qui est ici et le Siri qui est là. Et en fait, il peut pas charger de dos mes gigas avec son indépendant, celui-ci tout de suite, puisqu'il peut pas faire son pivot, puisqu'il y a son autre bonhomme qui est là. Donc il doit d'abord bouger son bonhomme. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les indépendants ne bloquent jamais les lignes de vue. Du coup, sa Siri qui est de ce côté-là voit mes gigas, quand bien même celui-ci est taille 3. Donc elle fait son pivot, elle voit les gigas. Du coup, elle y va en premier. Et ensuite, lui, ben, il peut faire son pivot euh, parce qu'elle est plus là. Et il y va aussi également. Donc ça fait double charge sur mes gigas. Bon, ils sont pas trop inquiets non plus, mais c'est pénible parce que ça me bloque et du coup, ils sont plus en ligne de vue, donc ils sont safe, quoi. Je pourrais juste les contrecharger. Mais alors, je montrerai mon 2 de ce côté. Donc, bon. C'est comme ça, c'est bien aussi. C'est pour ça que j'aime ces parties et qu'elles sont super intéressantes, c'est parce qu'on apprend des nouvelles choses. Donc, je ne savais pas du tout ça et du coup, bah, je le saurai pour l'avenir. Donc là, il me charge de dos avec les deux. Bon, il double pas ses attaques, il triple pas ses attaques, mais ici, du coup, il n'a pas le choix, il prend la charge. Et ici, il vient me bloquer en se disant je vais les ralentir avec ma petite unité. Voilà. Ici, il me fait 8 points de vie avec 14 attaques à 4+, ça fait 7. Et 7, il devrait en faire 6, il en fait 8. Bon, c'est un petit peu sur stat. Et après, je suis 18 de morale. Donc il faut qu'il fasse beaucoup. Euh, et il m'ébranle quand même. Bon, j'ai furie, donc c'est pas grave. Mais quand même encore un bon jet de morale. Mais qui changera rien. Ici, j'ai rempart et il fait 3 points de vie. En plus, j'ai furie, donc 3 points de vie, donc def 5 quand même. Pas def 6. Ok, donc ça c'est mon tour déjà. Je charge, je veux me débarrasser des archers, comme ça on n'en parle plus. Donc mon géant il y va. Lui, du coup on se positionne autour de l'objectif avec cette unité qui est abîmée mais qui n'est pas terminée. La guivre vient se mettre dans la forêt pour projeter de la menace au centre, maintenant on en aura besoin. Et ici je prends la charge. Donc je prends la charge gênée, je fais une double charge et vous voyez j'utilise mon indépendant pour le mettre au milieu et faire en sorte que je sois sûr de ne pas être pris de flanc par les ogres. Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais été. Et ici, du coup, je suis bien de front.
Du coup, je me dis, je vais attaquer cette horde-là. Elle me mettra quelques points de vie, mais je suis defsil, donc c'est pas trop grave. Et je serai capable d'encaisser cette charge et ensuite contrecharger. Donc je commence à faire du grind quoi ici. Et en plus, je suis bien positionné sur l'objectif. Donc quand même ça dure longtemps, c'est moi qui ai cet objectif. Donc ça me va bien le positionnement que j'ai ici. Ici, on les tue avec un bon jet de morale. Donc je fais 18. Ah non, j'ai envoyé lui en plus. Donc bon, ça va. Je leur fais 9 points de vie. Donc c'est à peu près stat, hein. Ils sont 13-15 avec Def 4. Donc avec les deux, ça fait vraiment beaucoup d'attaques. Donc on les tombe, ça c'est chouette. Et on se réoriente comme ça. Voilà. Et lui, il a reculé un petit peu pour se reprojeter un petit peu là-bas. Ensuite, lui, il tue aussi des archers à 70 points, pas de problème. Et ici, je fais 7 points de vie avec mes 24 attaques à 4+. Donc je dois en passer 12. Et ensuite à 2+. Je dois faire 10 points de vie, j'en fais que 7. Donc je suis pas ouf niveau stats, ce qui est dommage. Euh, non, je pense que j'en fais 8 et il a Iron Resolve. Et donc je peux pas le tomber en un tour. Donc voilà. Voilà. Et c'est là où il y a eu vraiment des trucs un peu. C'était vraiment limite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui là-bas, je sais pas si vous vous souvenez, ça s'est vraiment joué à des millimètres, quoi. Voilà. Lui qui est là, en fait, en faisant un premier pivot avant de charger, il arrive. Vraiment, c'est vraiment limite. À tracer une ligne de vue ici, vraiment à. On fait même venir un autre joueur parce qu'on n'arrive pas à le déterminer. C'est vraiment sur la ligne, quoi. Le laser, il passe là et il touche l'angle ici. Mais bon, du coup, ça, c'est de ma faute. Je prends pour moi. C'est des petites erreurs. Euh, et du coup, il peut charger son indépendant sur mon mec. Hop, voilà, on revient. Voilà, donc il charge mon indépendant. Il en envoie un autre ici sur les gigas, donc gêné parce que lui n'est pas éclaireur. Et il fait double charge. En gros, il met tout sur cette unité-là en se disant je vais d'abord tomber le motivant et après, on va tomber lui. Donc avec le lutte, il fait une mélopée du fléau sur cette unité, histoire de vraiment pouvoir mettre beaucoup de points de vie. Et du coup, voilà, donc il parvient à tuer l'indépendant. Bref, on détermine qui peut faire une charge supplémentaire là. Donc il y a 4 unités sur ma horde à ce moment-là. Donc il met tout dessus. Les archers se réorientent comme ça. Bon, ça, je s'en fiche un peu. Et il les tue avec du coup 16 points de vie. Donc 16 points de vie. Donc c'était du double as, hein, donc il n'y a pas de discussion. De toute façon, il avait assez pour les tomber. Voilà, et donc il se réoriente comme ça, histoire de bien bien m'embêter. Et moi, euh, c'est à mon tour. Et donc ce que je fais, j'amène la guivre ici parce qu'il a laissé cet objet à plus de 3 pas. Encore une fois, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais il l'a laissé à plus de 3 pas. Du coup, je vais pouvoir griller cet objet-là. Et ici, ma horde de giga qui est ici va charger sa horde de lanciers qui sont déjà abîmés sur 7 points de vie, en espérant les tomber pour tuer les scoring units en fait. Voilà. Donc on fait ça, donc ce mouvement, ici on supprime ça. Et là-bas, vous voyez le géant qui est venu aussi en faisant son 14 à moins de 3 pas de stop Joe, histoire de le griller. Donc mon idée à ce moment-là, c'est quoi? C'est de contester celui du centre, comme je peux, en me battant, etc. Et d'avoir les deux de mon côté en bas. Et du coup, j'ai 2-0 à ce moment-là. Sauf que sa horde, elle fait plus. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a 2. Enfin non, j'ai celui-là, mais je vais le griller. Donc oui, donc à ce moment-là, il y a 2-1. Et j'amène lui par ici aussi. Ici, vous voyez, bah, je me rapproche de cet objectif et je laisse la horde autour de celui-là. On est tour 5 là, je crois, hein. Bon, je le mettrai de toute façon. Et ici, alors c'est là où la partie se joue pas mal sur une double erreur et je suis sympa puisque en fait, donc j'ai fait 13 points de vie et je les branle avec mon G. Donc je crois que je fais 8, donc c'est 21, donc ça les branle. Et en fait, on fait des autres phases, etc. Et on va revenir en arrière 2 phases après pour changer ça parce que en fait, il dit non mais j'ai mon ralliement sur mon destrier. Le ralliement qui
normalement, n'existe pas puisque c'est interdit de le mettre sur un cheval. Et du coup, grâce à ce ralliement-là, eh ben, il est tout juste pas ébranlé et donc il va permettre de contrecharger et ça change tout. Ça change vraiment toute la partie à ce moment-là, puisque ces ogres en fait sont bloqués et ne peuvent absolument rien faire à ce moment-là, puisque lui est ébranlé. Donc il ne peut pas se rapprocher de l'objectif. Je vais lui remettre une tannée, je vais tuer sa horde au prochain tour. Et lui, il est bloqué, il a perdu ses deux objectifs et du coup, il lui reste que sa horde d'ogres. Donc à ce moment-là, normalement, avec la liste invalide et l'erreur de revenir, bon, on n'aurait pas dû faire comme ça. Malheureusement, c'est Kings of War, c'était le feu de l'action. En plus, on était en retard. C'est une partie super tendue. On est très serrés tous les deux. Donc, c'est normal que des fois, il y ait des petites erreurs. Je le prends pour moi. Là, c'est une rencontre. Je m'en fiche complètement de gagner le tournoi ou pas. Enfin, là, moi, ce que je suis content, c'est de faire une partie aussi serrée et aussi disputée contre Neiko. Et j'ai appris énormément contre les indépendants. Donc, j'ai pas de regrets. Mais c'est vrai que normalement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la horde est là, alors que normalement, elle devrait. Elle est. Alors, voilà. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, tous les mouvements sont faits et tout, avec la horde ébranlée. Et j'accorde de revenir en arrière parce que c'est tellement important à ce moment-là où on pense que lui peut rallier alors qu'il peut pas normalement. Du coup, de contrecharger et de ne considérer qu'elle n'est pas ébranlée. Et du coup, ça permet aux ogres d'y aller aussi, parce que ça, c'était la fausse position, en fait. Ils n'étaient pas dans cette position, ils étaient dans cette position. Voilà. Du coup, ils sont taille 3, ils voient. Donc, si jamais ça s'est pas ébranlé, ils peuvent tout à fait double charger. Ils seront gênés puisqu'ils sont dans l'obstacle. Et du coup, ça fait une double charge, là où normalement, ils n'auraient même pas pu être touchés, mes gigas, à ce tour-ci. Donc, c'est clair que ça change complètement la partie. Mais voilà, encore une fois, ça arrive, c'est pas grave. Euh, et puis, c'est à moi d'être plus vigilant aussi. Quand un adversaire vous dit, parce qu'il n'a pas fait exprès, hein, Neiko, il est tout à fait, il est très fair-play et il est très bon joueur. Il me demande est-ce qu'on peut revenir en arrière et moi je suis bon joueur aussi, je lui dis oui. Et il savait pas qu'il avait pas le droit de mettre ça, c'est sur la liste, hein. Donc il y a aucun débat là-dessus, hein. Neiko est un très bon joueur. C'est simplement qu'effectivement, ce type d'erreur change la partie euh, et je le prends pour moi. Je le mets pas du tout sur Neiko, c'est-à-dire que c'est à moi d'être plus vigilant et de faire attention à ça euh, pour pas que ça m'arrive dans le futur. Du coup, il y a double charge ici, plus lui qui vient. Voilà, moi mon géant il est réorienté. Et là, il me charge la guivre avec ses archers. Euh, Ce qui me dérange un peu, mais bon, elle est que sur 4 points de vie, donc il touche sur du 6 au corps à corps. Donc ça fera du 7, si je dis pas de bêtises. On va aller voir tout de suite. Ouais, il touche sur du 6 au cac, donc contre moi. Il touche sur du 6 au cac, donc contre moi, ce sera du 7. Voilà, donc ça se passe comme ça à son tour. Ici, donc, j'ai que 4 points de vie, donc bon, je suis assez safe. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il fait un point de vie avec 4 attaques à 6 plus, 3 plus. Et ce qui provoque un test. Et le test, il faut qu'il fasse 10 et il fait 12. Donc je perds ma guivre. Donc là, c'est vraiment le début de la fin. Il y a tout qui s'est bien passé pour lui, vous allez voir. C'est vraiment, je pense que la probabilité pour qu'il gagne la partie à ce moment-là, elle est probablement de l'ordre de 10 ou 15%. Et tout s'est bien goupillé pour lui. Et il a bien joué aussi. Il faut quand même le dire, hein, il a très bien joué. Il a tout fait en sorte pour aller choper ses 10% de chance. Et vous allez voir, ça va vraiment tout tourner en sa faveur. Donc ici, il fait double 6, donc je perds une guivre. Bon, c'est pas dramatique, mais ça fait chier parce que sinon j'avais une charge de dos sur. Moi je suis taille 4 agile, hein, donc une charge de dos sur ces trucs. Ici, il me les monte à 13 points de vie. Donc là, c'est quand même que du. J'ai pas passé Bastion. J'ai plus mon mec, donc c'est du 4 deux fois, donc ça va aller, il va y arriver. Et donc il est tombe là où normalement elle ne serait pas tombée. Bon, mais c'est comme ça. Il se réoriente comme ça. Donc voilà. Donc à la fin de son tour, on est comme ça. Et là, il a progressé avec Geralt aussi par ici. À mon tour, ce que je fais, c'est que je charge Geralt avec ma horde de requins.
en me disant je vais les tomber et je mets la givre ici autour de cet objet-là et lui autour de cet objet-là. Et là, je suis déjà à mon tour. euh, c'est mon tour 6 ou 7, je sais plus, mais en tout cas, on est proche de la fin et je fais sûrement une erreur parce que je dois peut-être laisser E là pour contrôler cet objectif et laisser la give là pour sécuriser vraiment ces deux objectifs. Mais en même temps, il y a Geralt qui est arrivé. Geralt, s'il vient me mettre un petit coup sur eux, il peut me les tomber. Et alors, s'il me les tombe, bah, ça fait mal, sauf que parce que je perds cet objectif-là. Et à la fin de mon mouvement, j'ai le choix et je me pose la question, hein, ouvertement. En fait, si je vois que la partie, je l'avais vraiment en contrôle, et là, ça commence à tourner au vinaigre. Et en fait, je peux cramer cet objectif-là. Si je crame cet objectif-là, je sécurise une égalité, en fait. Parce que à ma give, il n'y aura personne qui pourra la toucher là. Donc j'aurai un point, et lui, il aura celui du centre. Donc on sera à 1-1, je sécurise l'égalité. Mais c'est pas mon caractère. Je vise la victoire. Parce que j'estime que sur l'ensemble de la partie, ouais. Je sais pas si je mérite, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour aller la choper, cette victoire. Et du coup, je vais pour la victoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à son tour, donc là, lui, il peut rien faire, il se remet dans le jeu, hein, mais bon, ça changera rien. Il me bloque avec sa horde. Mon géant est pas agile, donc il pourra pas charger ses ogres. Donc ce que j'ai fait, j'essaie de faire, c'est que j'envoie mon ceinturion sur ses ogres pour essayer de les ralentir comme je peux, mais ça servira à rien. Et là, encore une fois, il a une chance inouïe, puisque eux sont à plus de 3 pas. euh, et du coup, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il envoie ses archers sur l'objet du centre s'il veut faire partir ses ogres. Et ces objets, ceux-là, de l'objet central, du coup, ils ont mouvement 5. Donc il faut qu'ils soient à 13. Et vraiment, je crois qu'ils sont à. Je crois qu'ils sont à. Il faut qu'ils soient à 13, voilà. Et je crois qu'ils sont à 12,8 ou un truc comme ça, quoi. Et donc il arrive à faire une marche forcée et à se mettre mais pile, 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 de manière à ce que même si cette unité tombe, eux auront l'objectif et du coup, je pourrai pas le contester. Voilà, donc lui, je le mets sur 13 points de vie. euh, et je le tue. Voilà. Ah non, je le tue pas. 13 points de vie, je le tue pas, le garçon. Oh là là, c'est dur. Bah dur, du coup, là, ça fait très très mal parce que j'avais prévu de faire un double as, hein, à ce moment-là, parce que je vois pas autrement. Donc super, parce que sinon j'aurais pu me réorienter ou me faire un sidestep pour être à distance de l'objectif, donc encore un truc qui tourne pas en ma faveur. Et là, pareil, il est à pile 12. euh, et donc, bon, ça je le savais, hein, c'est pour ça que j'essayais d'envoyer lui pour essayer éventuellement de les ébranler, même si c'était quasiment impossible. Et donc, s'il charge ici, qui fait une double charge, ce qu'il va faire, pas une double charge. Lui, il recule et eux arrivent à charger ici. Et du coup, ils sont à 3 de l'objectif. Et du coup, cet objectif, lui, il a PU3 et lui, PU1, PU2. Donc, cet objectif, il est pour lui. Et celui-ci, grâce à eux, il est pour lui aussi. Donc, à ce moment-là, en fait, ça bascule. Voilà. Et du coup, il fait 13 points de vie. Il réussit le test de morale. Il les tue. Il fait un sidestep et il se retrouve à distance de eux. Et donc, fin de la partie. Et du coup, il gagne 2-1. Donc en fait, ce qui s'est passé vraiment, donc c'était vraiment une super partie, hein, mais assez éprouvante psychologiquement et tout, parce que j'ai l'impression de vraiment pouvoir la gagner et je la gagne pas. Mais voilà, je prends pour moi encore une fois. Donc il y a cette erreur qui fait que normalement, effectivement, ça doit pas arriver, mais bon voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs sur la liste, donc ça, c'est pas un problème. Et ici, tout se goupille bien encore une fois, et donc ça finit comme ça. J'ai aucun regret, c'était encore une fois, je le redis, une super partie, une des plus disputées que j'ai jamais eues, je crois. Même si c'était en 1500 points, c'était super intéressant. Super joueur, Neeko, super agréable à jouer. Euh, et hâte de faire la revanche parce que je vais pas le laisser s'en sortir comme ça, le garçon. Je pense que j'étais en capacité de le prendre. Alors évidemment, hein, c'est pas sa liste la plus, la plus costaud, loin de là. Donc j'ai hâte de voir la suite et la prochaine.
et vraiment hâte de faire la revanche. Donc, Neiko, si tu m'entends, je suis prêt. Je suis prêt à remonter au combat et à cette fois pas laisser échapper cette victoire que je pense était à ma portée. Eh ben, sur ce, donc une défaite pour moi, donc 2-1 pour lui. Donc une petite défaite, mais quand même une défaite. Et du coup, bah, je me retrouve au milieu de tableau à ce moment-là du tournoi. Et prochaine vidéo sur la troisième partie contre mon ami Aenoriel qui joue les elfes, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Ben, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis à très vite pour la prochaine.